Merci, comme tu l'as dit, Émile, à tous et à toutes. C'est une rencontre, mais c'est surtout une discussion. Donc, plus fort, ok. C'est surtout une discussion. Donc, si vous avez envie de participer et de poser des questions en plein milieu, c'est super, ce serait génial. Et je vous remercierai, je vous remercie par avance. Donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du livre de Nina Léger, Antipolis, qui est paru il y a 1 an et 1 semaine aux éditions Gallimard. Et même si vous connaissez tous Nina Léger, je vais vite fait la présenter. Elle est enseignante aux Beaux-Arts de Marseille. Elle a enseigné préalablement aussi aux Beaux-Arts à Paris 8. Elle a obtenu son doctorat en esthétique et théorie de l'art. Oui. et donc, c'est aussi une autrice. Elle écrit des textes seuls et en collaboration, des textes de critique d'art, des textes, des performances, presque des textes sonores. Donc voilà, elle a également écrit 3 autres romans avant celui-ci qui ont également obtenu 2 titres littéraires. Voilà, c'est une petite présentation. Et donc aujourd'hui, on va parler d'Antipolis, qui est un roman topographique romancé d'une technopole dépossédée par celui qui l'a imaginé, Pierre Lafitte, fondée en 1969. Cette technopole-là s'appelle Sophia Antipolis, d'où le titre. Et c'est un récit qui se raconte à travers différents personnages, différents points de vue, différentes mêmes échelles. Et tout au long du récit, on découvre le mythe et les deux côtés, le revers de la pièce de ce qu'est Sophia Antipolis. Et donc, je vais poser des questions. Qu'est-ce qui t'a d'abord amené à choisir de raconter et de révéler l'histoire et les différentes histoires de Sophia Antipolis? D'abord, merci Émilie. Voilà. Et puis merci Émile, merci Christine, merci à toute la bibliothèque et merci à toutes et tous qui êtes ici. C'est vrai que c'est un drôle de déplacement d'identité pour moi, puisque quand je parle dans cette école, je parle comme enseignante. Et c'est la première fois que j'y parle, en tout cas officiellement, parce que bien sûr les paroles sont poreuses, mais en tout cas que j'y parle officiellement comme écrivaine, ou en tout cas que je viens y parler de mon travail d'écriture. Donc merci de me donner cette occasion de tester ces fluidités d'identité. Sur Antipolis, qu'est-ce qui m'a donné envie, tu disais? Oui, c'est ça. Et tu disais qu'est-ce qui m'a donné envie de raconter l'histoire ou les histoires. Et je pense qu'en effet, c'est presque... J'ai voulu raconter une histoire et je me suis aperçue qu'il allait falloir raconter des histoires. Et ce qui m'a donné envie au départ de raconter une histoire, c'est sans doute un mélange de grande proximité et d'immense distance. D'immense ignorance aussi. Puisque donc je suis tout simplement née à Antibes, qui est la ville la plus proche de Sophia Antipolis, une ville du bord de mer, une ville classique de Côte d'Azur, telle qu'on les imagine quand on imagine la Côte d'Azur, même si on n'y est pas allé, une ville de carte postale, tout simplement. Et j'ai toujours entendu parler de Sophia Antipolis, qui est un nom frappant quand on fréquente la région, mais même parfois quand on ne la fréquente pas. C'est un nom qui prête tellement à la fantasmagorie que pendant que je travaillais sur le livre, ça m'arrivait très souvent de rencontrer des gens, de leur dire je travaille sur Sophia Antipolis, et même celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est ont déjà entendu parler. C'est un nom qui marque. Et donc moi, j'en entendais parler en réalisant que et un jour, j'ai réalisé que je ne savais pas ce que c'était, alors que j'avais toujours entendu Sophia Antipolis. Je ne savais pas ce que c'était, je savais que c'était lié au futur et à l'innovation, ce qui cadrait très mal avec le côté plage, estival et embouteillage et odeur de crème solaire.
mais je ne comprenais pas si c'était une ville, si c'était une université, un campus à l'américaine. Et aussi, j'avais aucune image, puisqu'on me disait que c'était entre Antibénice, mais que quand on prenait la route du bord de mer, comme chose frappante, il y avait l'architecture de Marina Baie des Anges. Mais il y avait rien d'autre, quoi. Et il y avait les panneaux routiers. Mais en fait, parce que Sophia Antipolis est en retrait. Et que, comme disent tous les gens qui habitent dans la région, quand on n'y travaille pas, on n'y va pas. Et c'est à la fois un lieu qui est donc très présent sur le territoire, en fait notamment économiquement, parce que c'est un lieu qui rapporte beaucoup d'argent, mais qui est très en retrait géographiquement, dans l'imaginaire, et aussi pour les gens des alentours. Je me souviens très bien, j'avais interrogé à ce moment-là, j'avais demandé à ma grand-mère, et elle m'avait dit quelque chose comme on a l'impression qu'on l'a construite dans notre dos. Et pour beaucoup de gens, il y avait cette chose-là de... C'est un espace retranché, on n'y va pas. Et en plus, si on y va, et ça c'est quelque chose que je vérifie toujours aujourd'hui, à chaque fois que je m'y rends, si on y va, on s'y perd. C'est un endroit où on se perd, Sophia. C'est comme ça que les gens le définissent. Avant, parce que les routes sont courbes et parce que les ronds-points se ressemblent. Et ça valait pour avant les GPS et ça vaut toujours maintenant. Il y a cette idée de on ne va pas à Sofia parce qu'il n'y a rien à faire et parce qu'on s'y perd. Et donc il y avait toute cette ignorance et en même temps ce nom comme ça qui me restait et j'ai voulu mettre des images sur Sophia Antipolis et des récits. Et donc j'ai commencé à m'en approcher et je suis allée de difficulté en difficulté et c'est la difficulté qui m'a arrêtée en fait, qui m'a convaincue de continuer parce que vraiment je ne voyais pas comment j'allais réussir à écrire sur Sophia Antipolis et moins j'y arrivais, plus je voulais le faire aussi dans cette idée que ça m'est apparu assez vite comme un lieu qui méritait d'autres récits. Parce que j'ai tout de suite vu la pauvreté des sources et le fait que c'était tout de suite de la littérature très économique, des choses comme ça. Et j'avais envie pour ce lieu qui était, quand je l'ai découvert, c'est pas un lieu magistral, c'est pas un lieu frappant, c'est pas sublime, c'est pas romantique, c'est pas romanesque visuellement. Et pourtant ça m'attachait, donc j'avais envie qu'il puisse y avoir d'autres façons de parler de Sophia Antipolis que les chiffres, les bénéfices, le nombre d'emplois, le nombre d'entreprises, et au moment des crises, les déficits et les pertes d'emplois et les fermetures d'entreprises. Ok. Du coup, juste pour rebondir, enfin pas pour rebondir sans question, ayant vécu là-bas, c'est vrai qu'il y a un truc assez marrant avec Sophia Antipolis, c'est qu'on ne sait pas vraiment qu'on habite à Sophia Antipolis. En fait, il y a tellement de noms, c'est divisé en plusieurs parties, Haut-Sartou, Mont-Sartou, Valbonne. À l'école, on écrit Valbonne, Sophia Antipolis, Haut-Sartou, en fait. Donc, même dans l'idée même, la ville, pour les habitants, reste très floue. Voilà. Et cette question des limites qui bougent, elle m'a beaucoup intéressée. Où est-ce qu'on est à Sofia, quand est-ce qu'on n'y est pas, puisque c'est en effet un lieu qui a été créé sur le territoire de communes préexistantes. Il y a quelque chose en fait de fantomatique quasiment, et on ne sait pas si on est à Sofia ou si on est en dehors. Et en même temps, il y a une identité très forte qui a voulu quand même se constituer, donc c'est tous ces paradoxes-là. Mais ce qui est frappant, c'est aussi, je disais, donc les gens qui sont à l'extérieur savent quand même qu'ils sont à l'extérieur, pour le coup. C'est quand on est dedans où on n'est pas sûr qu'on est dedans, mais quand on est dehors, on est très sûr qu'on est dehors, avec cette idée de il n'y a rien à faire, etc. Et c'était très intéressant pour moi d'aller même pendant l'écriture du livre, et une des choses qui m'a donné envie de le lire, c'est de voir que quand même, justement, il y avait des gens qui habitaient au centre de Sophia Antipolis, et notamment dans le village du Haut-Sartou, qui souffraient vraiment de l'image qui était faite de Sophia comme d'un lieu où on va que travailler, qui n'a pas d'histoire, qui est froid et anonyme, parce que c'est comme ça que c'est défini de l'extérieur, et qui au contraire disait mais non, il se passe des choses à Sofia, etc. Et justement, un des buts, quand je disais donner d'autres récits, c'était remettre une espèce d'épaisseur affective dans un lieu qui, parce qu'il est dédié à la recherche, parce qu'il y a ce côté technopole, et très souvent, parce qu'on ne sait pas si on est dedans ou dehors, est très souvent vu de très loin et de façon très froide. Oui. Ma seconde question est plus de l'ordre technique, puisque tu as fait que tu t'es baladé, que tu t'es perdu. Y a-t-il eu un protocole
de recherche au départ et surtout quelles ont été les étapes de cette investigation sur Sophia Antipolis. C'est là où l'enseignante et l'écrivaine entrent en conflit. J'aimerais beaucoup pouvoir vous dire oui, il y a eu un protocole très précis sur lequel j'ai travaillé en amont et que j'ai appliqué ensuite. Non. Non, en tout cas, il y a eu des étapes qui étaient, disons, du plus loin au plus près. Mais le protocole, ça a été la nécessité de traverser les déceptions, sans doute. Et d'accepter ces déceptions comme faisant partie du travail et le réorientant. J'ai commencé d'abord, parce que j'étais pas sur place, par les archives. Donc j'ai cherché tout ce que je pouvais trouver sur Sophia Antipolis dans les archives. Donc les publications qui étaient ces publications vraiment de cette prose très économique. Et aussi la mine d'or, ça avait été de découvrir qu'il y avait une espèce de gazette de la Technopole qui avait été publiée à partir de 1972. Et donc, 1979, et chaque mois, et qui disait toute l'actualité de Sophia Antipolis. Et donc, j'ai lu tous les numéros jusque donc dans les années 2000, et je voyais, et c'est l'actualité des lieux, donc c'est quelle entreprise vient s'installer, quelle entreprise part, il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup arrêté, il y avait toute une section loisirs. Et les loisirs étaient très évidemment destinés aux femmes des hommes qui venaient travailler à Sophia Antipolis, parce qu'on y reviendra peut-être. Sophia Antipolis, c'est a priori une histoire d'hommes. Et donc, il y a les loisirs qui leur sont proposés. Je les voyais bouger selon les années. Et au tout départ, fin des années 70-80, on propose... il y a du catéchisme, il y a des cours d'art floral, il y a de la danse de salon... Et puis ensuite, il y a l'aérobic qui arrive, puis les premiers clubs de gym, puis ensuite on part faire des treks. Et donc voilà, il y avait comme ça c'était très ennuyeux de lire toutes ces... Et en même temps, ça me donnait une espèce de tableau au ralenti. Enfin, c'était à la fois au ralenti et très rapide des transformations de Sophia Antipolis. Et donc ça, cet ennui-là... Au tout départ, j'étais super excitée quand j'ai vu les premiers numéros de la Gazette, je voulais tout noter, et puis au bout d'un moment, on plonge dans l'ennui, et c'est en fait dans l'ennui que les choses importantes se passent, parce que c'est là qu'on a moins, en tout cas, de rapport d'exotisme avec son sujet. On attend moins d'être surpris, d'avoir des pépites, etc. Et en fait, c'est là qu'on commence à le comprendre. Et ensuite, je me suis rapprochée, et là, pareil, il y a quasiment eu la même chose, donc je suis allée... j'ai loué un petit appartement dans le village, un des villages de Sophia, qui sont donc des espèces de faux villages du Sud, un peu, qui ont été construits dans les années 80, qui imitent le village du Sud, mais avec les matériaux de la modernité. Et donc, j'étais dans ce premier village de Sophia qui s'appelle le Haut-Sartou. Non, j'étais à Garbegère. Le deuxième village de Sophia. Et j'ai passé du temps là-bas, donc d'abord à être émerveillée partout, et puis ensuite à subir un peu plus les lieux, parce qu'en plus je ne conduis pas, et que Sophia Antipolis a été construite pour la voiture. Donc à marcher, à déambuler. Et pendant tout un temps, j'ai cru à prendre des notes aussi, à tenir un journal, me retrouver dans des situations un peu compliquées sur des bords de route à la nuit tombée où le trottoir disparaît et tout. Mais assez vite, j'ai compris que ça allait pas suffire. Et c'est vrai que moi j'ai été habituée jusqu'à présent, les romans que j'ai écrits, c'était de la fiction où je pouvais tout faire, tout dépendait de moi. Là il y avait des réalités qui m'attachaient, même si l'idée a été dès le départ d'écrire un roman. C'était, je crois que une espèce de roman vrai, quoi, en tout cas, où utiliser la fiction pour mieux dire des réalités. Donc j'avais besoin d'accéder à ces réalités. Et en fait, je ne pouvais pas le faire toute seule avec mes propres moyens, que ce soit dans les archives ou en observant. Je n'allais pas accéder parce que je n'avais pas vécu là, parce que il me manquait plein de choses, et sinon j'allais continuer à fantasmer les lieux et à les envelopper dans cette espèce de vision d'un truc anonyme ou qui est trop souvent déployé pour Sophia Antipolis. Et donc, j'ai compris que ça n'allait pas... Vous ne pouvez pas simplement observer et déduire. Il allait falloir que je rencontre et que j'écoute et que je prenne le temps. Et donc, j'ai rencontré des habitantes de Sophia Antipolis. Ce n'était pas un choix de rencontrer uniquement des femmes dans un premier temps.
C'est simplement que c'est elles qui ont répondu, aussi parce que c'était par des réseaux de lecture et que souvent c'est plus des femmes qui les fréquentent. Peut-être aussi parce que il y a une habitude du récit, et du récit qui n'a pas à être héroïque et plus développé. Et donc j'ai commencé à rencontrer des habitantes au café ou chez elles, et elles m'ont parlé de ce que ça avait été d'arriver à Sophia Antipolis dans les années 80, etc., etc. Et heureusement que je les ai rencontrées, parce que ça a entièrement fait bifurquer mon projet par rapport à l'histoire que j'avais découverte dans les archives. Et c'est ça qui a fait que, d'une histoire, je me suis aperçue qu'il allait falloir raconter des histoires de Sophia Antipolis et éventuellement les contradictions entre ces histoires. Du coup, tu disais que c'est pas un protocole, en tant que historienne de l'art et autrice. C'est le premier roman où tu as réagi à une sorte d'investigation et enquête de terrain. C'est le premier. Ouais. Ok. Ensuite, je voulais parler de l'espace, de la question de l'espace dans ton livre. Donc là, c'est autre chose. Donc au fil du récit, et d'ailleurs parmi tous les sujets que presque tous, pas tous, mais les sujets que tu abordes dans ton travail personnel et collaboratif, on découvre une forme de topographie, de spatialité en fait dans l'écriture. Tu as l'air de mettre véritablement prendre en considération la mise en page, l'espace et aussi l'espace mental que se fait le lecteur au travers du livre, au travers de la lecture. Et je voulais en fait savoir comment ta pratique de l'écriture et plus largement ton travail aborde l'espace et aussi la sensation de l'espace que tu provoques chez le lecteur. Ça, c'est quelque chose où je ne sais pas si j'ai encore conscience de tout, mais en tout cas, réaliser que l'espace était quelque chose qui comptait pour moi dans l'écriture, c'est quelque chose que j'ai réalisé avec le précédent roman, qui s'appelait Mise en pièces, et où il y avait vraiment cette idée de on va oublier la ligne temporelle, on va jouer sur des espaces. Et il y avait aussi, comme il y avait toute une chose autour de la question des palais de mémoire, il y avait des niveaux d'espace. Il y avait tout un niveau où c'était dans le métro, un niveau où c'était dans les chambres d'hôtel et dans la ville, et cet autre niveau virtuel. Et j'avais vraiment voulu écrire un roman spatial. Et d'ailleurs, à la toute fin de l'écriture, en fait, je l'avais écrit il y avait des blocs comme ça, et j'avais tout imprimé. J'avais réuni mes blocs de texte et puis ils avaient tous installés par terre, comme ça. Et c'est comme ça que j'ai retravaillé l'ordre définitif, parce que l'espace, c'est aussi des rythmes. Et donc, je travaillais par rythme parce qu'il n'y avait pas du tout de question de progression temporelle. Donc, je l'avais vraiment... j'avais physiquement réorganisé mon livre, même si à la fin, ça allait être une forme suivie et continue. J'avais pu faire cet éclatement dans l'espace. Et c'est vrai que pour Antipolis, il y avait cette envie de poursuivre cette intuition spatiale un petit peu, qui m'a ramené au temps, puisque cette fois-ci, c'est l'histoire d'un lieu, donc il y a beaucoup plus de chronologie cette fois. Mais il y a en effet l'idée de comment on raconte un lieu. Et pour moi, c'était très important aussi de se dire, on raconte un lieu. Je voulais pas que ça devienne ce que ça aurait pu être, parce que donc Sophia Antipolis a la particularité d'être un lieu qui a été fondé, créé par une personne, tu disais donc en 1969, et on ne l'a pas encore nommé, on va peut-être le faire, Pierre Lafitte. Et donc, il y avait la possibilité de transformer quasiment, de faire une biographie. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a très souvent dans le roman français aussi, la grande biographie, avec l'héritage Balzac, dont certains écrivains se revendiquent toujours, la geste du personnage qui crée, quoi. Et bien sûr, je voulais donner une grande place à Pierre Lafitte, mais je ne voulais pas que ça devienne le roman d'un homme qui construit un espace. Je voulais vraiment que ce soit le roman d'un lieu, quoi. Et donc, ça posait plein de questions sur la focalisation, c'est aussi ce qui m'a amené à avoir plusieurs récits, parce que je me suis aperçue que c'était ça, c'est ce qui fait la biographie, ça permet de fondre tous les éléments en un seul, qui est la vie d'une personne qui tient tout ça comme ça, qui maîtrise un peu. Et donc là, d'avoir plutôt des histoires superposées, et aussi effectivement de travailler, je pense, dans la matière même
du texte. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire. Ça a été long parce que je cherchais des dispositifs et que j'ai beaucoup jeté. Je terminais à peu près le roman et je m'apercevais que ça allait pas parce que ça disait pas ces vérités du lieu que je voulais dire. Donc il y a plusieurs romans qui sont dans mes dossiers que j'ai dû mener quasiment à terme pour m'apercevoir que ça n'allait pas. Et à un moment où j'ai réussi quand même à amorcer l'écriture, c'est fait cette chose qui est... Tu parlais de la page, et donc c'est vrai qu'il y a un truc, c'est que normalement, voilà, on voit bien là, normalement quand il y a un paragraphe dans un livre, le paragraphe il est rangé vers l'intérieur, ce qu'on appelle ferré à droite. Et là, c'est l'inverse en fait, c'est ferré à gauche. Donc je sors la première ligne, et en fait, j'ai pas compris pourquoi j'avais fait ça. Si, au tout départ, j'avais fait ça parce que, comme c'était le roman d'un lieu, que ça allait être très descriptif, j'avais besoin de maîtriser mes débuts de paragraphe. Que tout ne commence pas par il y a, par exemple. Donc j'avais besoin de voir comment ça commençait pour voir aussi quelle était leur tonalité. Est-ce que c'était plus narratif, est-ce que c'était plus descriptif. Donc les sorties me permettaient de les voir. Et ensuite, j'ai réalisé après que, aussi parce que ça avait été un roman difficile à écrire, et donc sans doute par rapport à cet espace de la page blanche, mais aussi à Sophie Antipolis comme espace, ferré à gauche, ça me permettait, de m'accrocher, quoi. Et donc d'avancer un peu comme un bâton de marche ou comme un crochet pour avancer sur une surface rétive. Donc ça a été les différentes choses qui m'ont permis d'avancer dans cette question de raconter l'espace. Mais en tout cas, vraiment, ma conclusion, et que je n'avais pas au tout départ, c'était que ça ne peut être que par des histoires disjointes et disharmonieuses. Au fond, après tout, sans doute, c'est normal, parce que si on se dit que c'est l'histoire d'un territoire, et qu'on pense à comment un territoire s'est fait, mais aussi en profondeur, tout ça, c'est que des questions de strates, et de strates avec des disjonctions. En géologie, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, les discontinuités, les disjonctions. Donc, faire apparaître ça dans la trame narrative. Okay, super. C'est super intéressant. Et puis même, tu dis que tu commences par ferré à gauche, mais des fois, tu termines pas non plus par un point, ni par une ponctuation. Ah oui, ouais, absolument. Pour les dialogues. Oui. J'arrivais pas à les... Oui. Pour les dialogues, il n'y a jamais de point. Parce que quand on parle, il n'y a pas de point. On l'entend là très bien quand on parle. Il n'y a pas de point final, etc. En fait, ça me faisait bizarre de... Donc, il y a un signe si c'est une interrogation. Mais je laisse toujours, en effet, la parole. Et ça, c'était très important pour moi que ce soit un roman où on entende des voix. Parce que c'est peuplé, c'est pas anonyme. Et où on entend des voix différentes. On n'entend pas les voix de la même façon dans la première partie et dans la deuxième partie. Parce qu'elles n'existent pas de la même façon. Mais je voulais vraiment les donner à entendre, et pour moi, fermer ou mettre des guillemets comme ça voulait dire comme reprendre le pouvoir sur la parole à la fin, par une notation un peu artificielle de la ponctuation qui ne vaut qu'à l'écrit et pas à l'oral, et donc je les ai enlevés. Mais je sais que il y a des gens à qui ça fait bizarre, mais j'aime bien. Moi aussi j'aime bien. Je trouve aussi que ça permet de rajouter autre chose. En fait, c'est dans l'espace écrit. Là, je pense surtout au passage où Sonia parle à son père de la guerre d'Algérie. Et quand la phrase, entre guillemets, se termine, il n'y a pas de point, mais il y a comme un silence lourd, en fait. On ressent, on sent ce qui pèse dans la fin de ce dialogue-là. Et oui, du coup, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça cool. Voilà. Donc, pour rester là-dessus, je voulais aussi savoir, ça répond un peu, mais aussi le récit, est-ce que tu le penses comme une sonorité? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a un aspect lyrique dans ce que dans ta manière d'écrire? Une sonorité, oui. Ouais, bien sûr. Oui, j'entends des voix. Oui. oui, et j'écris, je me relis dans ma tête, et il y a des phrases que je connais par cœur. C'est ça qui compte pour moi, c'est la façon dont ça sonne. Ouais. Et pour à la fois à l'échelle précise d'une phrase, mais aussi dont ça va sonner avec ces questions de rythme.
des moments où ça accélère, où ça ralentit. Et c'est vrai aussi, je disais, proposer d'autres narrations pour Sophia Antipolis. Et il y a des moments qui sont presque, c'est un peu comme des espèces de vers libres. Et alors, j'avais pas envie de faire de la poésie sur Sophia Antipolis, c'était pas le projet, je voulais pas l'anoblir par la poésie, mais c'est une forme d'écriture qui est venue de l'expérience des lieux. Et cette impression que voilà, ça pouvait aller aussi avec une forme plus évidemment poétique, parce que graphiquement poétique, mais tout ça, c'est simplement des façons de travailler du rythme et des sons, en fait, les moments où ça va être beaucoup plus continu et les moments où on va revenir à la ligne, etc. Ok, super. Du coup, pour illustrer ce propos-là, il y a un texte que je voulais vous lire, page 122, où donc là, il y a l'espace, mais il y a aussi l'espace sonore que tu décris, que j'ai trouvé... je trouve cette partie-là super belle. Donc, c'est un matin de 1974. Le plateau résonne de ses bruits ordinaires, bruits serrés autour des baraquements, les voix des femmes, celles des enfants, le caquetage des poules dans leur enclos, à l'arrière des maisons, les objets entrechoqués, les portes ouvertes, fermées, bruits dispersés aux alentours, l'aboiement fatigué des chiens, les cris des hommes au travail, le tressautement d'une tronçonneuse. C'est un matin de 1974 et ces bruits sont balayés par le raz de marée d'un seul. Une explosion écrase l'espace et l'étouffe sous son poids. Est-ce que c'est la guerre? Est-ce que c'est la terre? Est-ce que c'est la faim? Les femmes rassemblent les enfants devant les baraquements. Des petits pleurs par réflexe, des grands par souvenir. Les hommes quittent leurs tâches et décident d'aller voir. Quand ils rentrent au hameau, ils ont vu des arbres arrachés, des sols retournés. Ce n'est pas la guerre, disent-ils, c'est un chantier. C'est par ce fracas de choses détruites que Sophia Antipolis se présente aux habitants du hameau. Personne ne les a informés qu'une cité de la sagesse allait se construire à côté d'eux. Personne ne les a consultés, et pour cause, on ne consulte pas le vide. Et du coup, je trouve que dans ce passage, en fait, je l'ai lu plusieurs fois seule, pour m'entraîner. mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une sonorité que je lisais dans ma tête complètement différente que la lecture à haute voix au passage des bruits serrés autour des baraquements, bruits dispersés aux alentours, avec la liste des bruits. Et donc, voilà, c'est je vous ai lu ce passage pour montrer aussi, vraiment pour illustrer l'espace sonore que tu arrives à créer, qui, au final, on n'arrive pas véritablement à le discerner dans l'espace réel, là, actuellement, quand je vous l'ai lu. Et aussi, je vous lis ça parce qu'on parle d'une partie assez intéressante aussi d'Antipolis, qui est la partie de l'histoire du revers de la médaille, celle du hameau où des harkis ont été placés, et à peu près ici. Exactement ici, juste à côté d'un énorme rond-point. J'ai vécu là-bas 11 ans et je ne savais pas, je ne connaissais pas cette histoire. Donc j'ai été très surprise d'apprendre ça. Et du coup, je voulais savoir, en fait, dans ton travail, parce que c'est comme Antipolis, c'est aussi comme un travail de mémoire et de préservation, mais de mise en lumière pour les personnes qui peuvent s'en servir comme outil ou seulement comme récit d'apprentissage. Enfin, c'est pas le terme, mais et je voulais savoir si tu envisages, après Antipolis, si tu envisageais pour tes prochains romans et tes prochains travaux de partir dans ce chemin-là de mise en lumière et de préservation des mémoires et de mise en lumière des autres histoires invisibilisées. Est-ce que je peux, juste avant de répondre pour la suite, développer sur le cas Sophia et ensuite carrément. réfléchir simplement pour... Donc oui, c'est cette histoire
En fait, je vous disais, ça a été très important que je parle avec des gens parce que typiquement, c'était une fois où je parlais avec 3 femmes sur un café de la place Bermond du Haut-Sartou. Et elles me parlaient de leur expérience à Sofia, etc. Et à un moment, il y en a une qui me demande si j'ai vu sous les grands eucalyptus du rond-point des Bouillides, si j'ai vu les restanques avec des restes comme ça de parpaings. Moi, j'avais rien vu du tout parce on ne voit rien. C'est donc il y a ce grand rond-point des Bouillides qui est vraiment l'entrée de Sophia Antipolis, et là il y a ce terrain et en fait, depuis la route, on ne voit rien, on peut juste distinguer en effet des eucalyptus, et c'est les seuls eucalyptus de Sophia Antipolis. Donc ils sont frappants, ils sont très hauts. Je ne les avais pas vus. Et elle me dit, ah, parce qu'en fait, c'est tout ce qui reste d'un camp de harkis qui était installé là avant l'arrivée de Sophia Antipolis. Or, tout le principe de la narration de Sophia Antipolis, c'est de dire que c'est une ville qui a été construite là où il n'y avait rien, dans un espace de forêt et de garrigues. Et donc soudain, en fait, il y avait eu des gens, il y avait eu en plus non seulement des gens, mais des harkis qui sont, on sait combien, une histoire avec laquelle la France, dans son ensemble, a jamais su comment dire cette histoire, comment assumer ses fautes, comment faire place, comment etc. Donc pas n'importe quelle histoire, et donc c'était celle-ci même qu'on avait oubliée. Et donc non seulement il y avait eu des habitants avant Sophia Antipolis, mais surtout il y avait eu des habitants pendant Sophia Antipolis, parce que ce camp de harkis a été habité jusqu'en 1992. Le chantier de Sophia Antipolis commence officiellement en 1974. Les premiers bâtiments ouvrent en 1979. Et donc pendant longtemps, on coexistait, et la technopole du futur qui fait venir des gens depuis le Japon, les États-Unis, et ce camp qui était vraiment en bordure de route et qui a unissé, on disait camp de harkis, qui était l'appellation familière, disons, pour désigner une structure qui en fait c'était ce qu'on appelait les hameaux de forestage. Les hameaux de forestage, il y en a eu plus de 70 en France métropolitaine. C'était quand, à partir du moment en 62, où des harkis sont arrivés en France, où la France aussi ensuite, après avoir tardé, a organisé des rapatriements de familles de harkis. Il y a eu d'abord un premier temps dans les camps, ce qu'on appelait les camps de transit, qui étaient pour la plupart d'anciens camps militaires. Le plus connu, c'est celui de Rivesaltes, dans des conditions indescriptibles. Puis au bout d'un moment, l'administration s'est aperçue que le camp de transit devait rester temporaire. Au bout de plusieurs années, à chercher d'autres solutions, mais il y avait cet effroi. Il fallait mettre ces familles au travail, et en même temps, est-ce qu'on pouvait vraiment les faire venir en ville? Ça serait bien qu'ils restent à distance. Et donc a été trouvée par l'administration l'idée de mettre au travail les harkis dans les forêts, qui étaient très peu entretenues. Il y avait eu d'énormes incendies. Et donc, s'il y a toujours des forêts aujourd'hui qui nous apparaissent, et si Sophia Antipolis a pu apparaître au moment où on a décidé de construire la ville dans cette belle forêt du plateau de Valbonne, s'il y avait toujours une forêt, c'est pas parce que c'était un lieu sauvage et préservé, c'est parce qu'il y avait des gens qui s'en occupaient en fait. Et qui étaient donc installés là, dans ce hameau, à 8 km d'Antibes, à 6 km de Valbonne, donc loin des villes. Et c'est vrai que moi, dans tout ce que j'avais, toutes les archives écrites que j'avais traversées, jamais cette histoire n'était mentionnée. Elle est apparue par des paroles, des conversations informelles. Et donc ça dit quelque chose vraiment de quelles histoires on peut récolter avec quel filet, dans quelle situation, quoi. Pardon, il n'y a pas de centre d'archives, il n'y a pas de lieu autour de cette histoire. Sur le hameau de Valbonne, non. D'accord. Sur celui de Mouansartou, dans les Alpes-Maritimes, il y a eu 5 hameaux de forestage. Sur celui de Mouansartou, il a été beaucoup mieux conservé, sa mémoire a été conservée. Politiquement, Mouansartou, c'est une exception sur la Côte d'Azur, c'est un village de gauche. Et c'est le seul dont la mémoire a été aussi bien conservée. Il y en a d'autres, mais celui de Valbonne il n'y a presque pas de photographie d'archives, etc. Donc ça existe beaucoup plus par des récits. Donc ça a été oralisé dans cette transmission. Exactement. Mais là, ça change en ce moment.
Mais même, il n'y avait pas d'article de presse. J'avais fait tous les articles de Nice Matin sur Sophia Antipolis, pas d'article de presse. Et donc, soudain, m'est apparu cette... Moi, j'y croyais à l'histoire de... Il n'y avait rien et on a construit une... Donc, je me suis aperçue que l'histoire était fausse. Elle avait une vérité, puisqu'on l'a tellement fait exister, cette histoire de... Et donc, je voulais la donner à entendre, l'histoire de la construction héroïque d'une ville pour le futur, dans une forêt vierge, quasiment. Et puis, je me suis aperçue qu'il allait falloir donner à entendre cette autre histoire. Ce qui a posé plein de questions, qui sont des questions, et je viens un peu à ton questionnement, ça m'a posé forcément plein de questions, parce que, à partir du moment où cette histoire m'est apparue, je ne pouvais pas faire comme si je n'avais pas entendu parler et continuer sur mon projet. Je ne pouvais pas faire ce qu'avaient fait tellement de personnes, volontairement ou non, qui était tourner la tête, et tu disais toi-même, tu as grandi, tu as passé 11 ans à Sophia Antipolis, et énormément de gens, après le livre, sont venus me voir pour me dire, je ne connaissais pas cette histoire. Donc elle a été entièrement recouverte, même pour des habitantes et des habitants. Et donc, il fallait la donner à entendre, et en même temps, comment j'allais la raconter. Parce que c'est pas une histoire dont j'hérite. Il y a un roman magnifique qui a été écrit par Alice Zeniter, qui s'appelle L'art de perdre, sur l'histoire des harkis, Alice Zeniter étant elle-même petite fille de harkis. Ça, c'est des débats qu'il y a énormément en littérature. On n'est pas tous d'accord. Certaines personnes ont considéré que la beauté de la littérature et de la fiction, c'est qu'on peut tout être, on peut tout inventer. Moi, je trouve intéressant de penser le fait, même si je suis pour la fiction et on ne doit pas tous être renvoyés au récit de soi, je trouve quand même intéressant de penser depuis où est-ce qu'on invente, depuis où est-ce qu'on parle. Et donc, là, il se trouve que, voilà, moi, je ne suis pas petite fille de harki. Et donc, ça me paraissait très bizarre de me dire que j'allais inventer ce qu'avait été une vie dans un camp de harki, dans un hameau de forestage. Donc il fallait que je donne à entendre, et en même temps pour moi il y avait des choses que narrativement je ne pouvais pas faire. Et donc j'ai dû composer pour me dire depuis quel point de vue je vais raconter cette histoire. Et c'est pour ça que j'ai inventé ce personnage de Sonia, qui elle travaille dans la promotion immobilière. Et ça part d'une histoire vraie qui est que le terrain sur lequel il y a les restes du hameau a été vendu à un promoteur immobilier pour que soit construit un immeuble de bureau. Et donc je me suis dit, tiens, on va raconter ça du point de vue de la personne qui veut construire, qui veut avancer et qui hérite plutôt d'une histoire des grands-parents ou des parents qui sont allés faire la guerre d'Algérie, qui n'en ont souvent pas plus parlé. Il y a aussi du silence, mais c'est le point de vue de quelqu'un qui découvre une histoire qu'elle ignorait, et c'est le point de vue inconfortable aussi de ceux qui sont du côté d'une histoire qui a effacé. Et donc c'est comme ça que j'ai construit un peu le dispositif narratif pour faire exister cette histoire-là, et ça a été très long entre ce qui me semblait, ce que je m'interdisais de faire, ce que je voulais donner à entendre, ce que je voulais faire exister. Et donc oui, c'est quelque chose que j'aimerais bien poursuivre par la suite, parce que j'ai envie de continuer à écrire sur les lieux, cette idée de roman topographique que j'avais lu et que j'avais proposé pour la 4e de couverture. Écrire des romans topographiques, ça me dit bien. Et ça va composer avec des histoires disjointes. Et donc pour la suite, j'ai envie d'utiliser des lieux comme des structures de divergence qui obligent à trouver des dispositifs narratifs différents pour faire entendre des points de vue divergents. Et parfois aussi faire entendre une histoire, pas depuis son centre, mais depuis sa périphérie. Ok, ce sera super. Enfin, moi, emporter ça beaucoup. Avec moi. J'aime beaucoup l'idée. Enfin, j'ai regardé les définitions des mots et topographie. On peut faire la topographie d'un lieu, on peut faire la topographie d'une personne, de plein de choses. Et en fait, je trouve que c'est tout nouveau en fait. Je trouve comme livre que je pourrais lire. Et bon, voilà, c'est mon point de vue personnel. J'ai beaucoup aimé ce livre. Puis ça m'a beaucoup touchée également pour l'histoire culturelle qui me touche aussi. Pas seulement parce que j'ai vécu à Antipolis, mais aussi tout ce passé avec la guerre d'Algérie, etc. Voilà. Et je voulais aussi, donc du coup, là, c'est une question un peu bête, mais
il y a eu l'année dernière, il n'y a pas longtemps, l'inauguration de ce rond-point. Et les promoteurs immobiliers d'immeubles de bureaux non, n'achète pas ce terrain, c'est ça, je crois. C'est un peu plus compliqué. Un peu plus complexe. Mais effectivement, non, il y a une... Donc je vous disais, on ne voit rien depuis la route quand on passe, parce qu'il reste presque plus rien, et qu'il y a de la végétation, et que le rond-point ici s'appelle rond-point des Bouillides. Mais le 25 septembre dernier, et c'était magnifique parce que j'étais le 24, il y avait une rencontre à la médiathèque de Garbegère, donc au cœur de Sophia Antipolis, et le 25 j'ai pu rester c'était la journée nationale d'hommage aux harkis, et donc il y avait une cérémonie, comme chaque année, sur le terrain, mais cette année elle était particulière parce que il y avait déjà une stèle qui avait été inaugurée, j'en parle dans le livre, elle est réelle, et en fait le rond-point juste en dessous a été renommé. Et donc, maintenant, quand on tourne autour du rond-point, on voit rond-point de la Bouillide, camp de harkis, Cité des Roses, qui était un des autres noms, vous savez, parce qu'il y avait des rosiers avant, et donc on l'avait appelé Cité des Roses. Et donc, aux 4 coins du rond-point, il y a écrit ça. Donc maintenant, quand on tourne, on a accès à l'histoire, quand même, on la voit. Et pour la promotion immobilière, ils ont toujours le terrain, mais la mairie de Valbonne, il y a eu un changement de municipalité à cause de la construction d'un énorme centre commercial qui est un désastre écologique. Il y a une mairie écolo qui a été élue à Valbonne pour la première fois, mais ça va être trop tard pour le centre commercial parce que le chantier est déjà démarré, mais ils sont en discussion ici, alors pas pour qu'il n'y ait pas le projet de promotion immobilière, mais au moins pour qu'il recule de façon à laisser une portion du terrain qui serait préservée quand même, la portion la plus sud qui serait préservée pour qu'il reste un lieu qui soit donc un lieu qui marque spatialement cette mémoire-là. Ok, d'accord. Bah, c'est une petite victoire, c'est bien, c'est super. Ouais. Ok. Ensuite, j'avais une dernière question vis-à-vis de tes inspirations, les œuvres qui t'ont inspiré l'écriture de Sophia Antipolis, d'Antipolis, pardon. Et ensuite, une autre question plus, je sais pas par laquelle commencer. La plupart de tes personnages sont des personnages aussi féminins qui commencent par la lettre S. Tiens, voilà. Donc je voulais que tu nous en parles un tout petit peu. Ouais, j'aime bien, c'est la question sur les références, ça vient toujours à la fin, c'est comme en présentation semestrielle. Du coup, je savais pas c'est quoi tes références? Je savais pas trop où le placer. On va la laisser pour la fin, je commence par les prénoms. Par les prénoms. Oui, effectivement, c'est une chose parce que, comme je vous disais, quand on l'aborde par les archives, Sophia Antipolis, c'est une histoire d'hommes, c'est une question d'époque, parce que c'est des hommes qui la construisent, et parce que comme c'est dédié à la science, dans cette époque-là, c'est des hommes qui viennent y travailler ensuite. Et donc, j'ai voulu décaler et la raconter par des personnages de femmes, aussi parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais ça s'appelle donc Sophia Antipolis. Antipolis était le nom grec d'Antibes, la ville la plus proche, et Sophia, ça veut dire la sagesse en grec. Mais il se trouve que je voyais cette petite phrase, toujours, il y avait écrit Sophia, la sagesse en grec, et le prénom de la femme du fondateur Pierre Lafitte. Donc je suis allée voir qui était cette femme, qui avait son nom dans une ville quand même. Et ça, c'est un truc, aux États-Unis, il y a plein de villes nommées d'après des femmes, Zeldaville, Louisville, etc. En France, pas tant que ça. Et donc je suis allée voir, et c'est une femme extraordinaire. C'est une femme extraordinaire qui est née à Kiev, qui a fui ensuite la Russie, qui a été en France, qui a traversé la Seconde Guerre mondiale, qui s'est réfugiée, puis qui a fait une thèse, puis qui a en études slaves, puis qui a sur un poète qui s'appelle Alexandre Bloch, puis qui a créé le département d'études slaves de la Bibliothèque nationale de France. Donc c'était vraiment quelqu'un. Et en fait, il n'y a jamais rien sur elle que cette petite phrase de la femme du fondateur. Et il se trouve qu'elle avait aussi... elle avait 20 ans de plus que Pierre Lafitte, ce qui aujourd'hui, on est très habitué. Mais ils se sont mariés en 1949 quand même. Et donc en 1949, une femme qui a 20 ans de plus, je trouvais que ça valait la peine de décentrer un peu la narration. Et donc,
la première partie s'appelle Une vie. On suit beaucoup Pierre Lafitte, mais pour moi, la vie, c'est celle de Sophia. Oui. Et c'est pour ça qu'ensuite, j'ai voulu tous les autres personnages féminins, qui eux sont fictifs, leur nom décline ce nom de Sophia Antipolis. Donc il y a Sonia, il y a Safia, parce que pour moi, c'est toutes des incarnations du lieu, à leur façon. Ensuite, il y a même 2 étudiantes, une qui s'appelle Sonja et Sonyu. Voilà, elles incarnent la ville. C'était une façon aussi, comme écrire sur l'espace, mais parfois en l'incarnant dans des personnages. Et mes références, ça a été... très souvent, en lisant des choses sur des lieux, je suis tombée sur des textes qui pouvaient avoir des structures très, justement, biographiques. Et donc, ça ne me convenait pas. Je travaille pas mal aussi, en fait, par la négative, en voyant ce que je ne veux pas faire. C'était beaucoup le cas pour Mise en pièce. C'est un roman que j'ai très principalement écrit contre. En fait, c'est pas de la colère, c'est pas de la... Mais je savais ce que je ne voulais pas faire. Et donc, parfois, c'est plus facile de se situer aussi comme ça. Et sinon, je l'ai écrit, en fait, beaucoup avec des images. Une des premières choses que je pourrais dire comme une source, c'est la série de Peter Doyle, qu'il appelle Les Cabines, où on voit en fait des architectures du Corbusier à travers des rideaux de pin. Et pour moi, il y avait ça, Sophia Antipolis, c'était ces images-là. J'aurais voulu que ça puisse être le bandeau. Et c'était, voilà, cette architecture un peu mystérieuse et moderne qu'on voit à travers des arbres. Ensuite, il y avait des films, les films de Romer, qui se passent dans des villes nouvelles. L'ami de mon ami ou La nuit de la pleine lune, qui se passe beaucoup à Cergy, et qui m'ont beaucoup inspiré pour la première partie, par exemple. Et ensuite, après, il y a eu d'autres formes de sources, parce qu'il y a eu beaucoup de sources documentaires. Quand, écoutant des paroles de personnes qui me disent « Ah, il y a l'histoire des harkis » et que je m'aperçois que c'est une histoire qui, comme beaucoup de gens, moi, je l'ai apprise à l'école, donc j'ai eu quelques mots creux et des choses rapides, et ça me renvoie à nouveau vers des archives, vers des livres. Et donc là, il y a eu évidemment le roman d'Alice Zeniter et, par exemple, les travaux de Fatima Besnassi-Lankou, qui est historienne, d'Alila Kershouch, ou des choses comme ça. Donc, revenir au livre. Donc, beaucoup de sources ont été documentaires. Et sinon, c'est quelque chose que j'aime beaucoup composer de... maintenant, j'ai dans ma bibliothèque un rayon qui est sur les histoires des lieux. Et ça va aller vers des sources littéraires. Et de plus en plus, j'aime beaucoup, en fait, utiliser la poésie. Plus parfois que le roman. Et en fait, j'ai l'impression que mes sources, elles vont venir d'un côté la poésie et de l'autre la théorie. Là, les dernières choses qui m'ont beaucoup accompagnée, qui vont m'accompagner pour la suite, je pense, c'est les travaux de... Je fais ça parce qu'il est juste à côté. C'est un collègue, Mathieu Duperex, qui a écrit Voyage en sol incertain ou La rivière et le bulldozer, et qui est très très fort en hydrologie et qu'est-ce que c'est qu'un cours d'eau et qu'est-ce que c'est qu'un terrain. Et je lis des trucs en géologie en ce moment que j'adore. Il y a un livre qui s'appelle Timefulness d'une femme qui s'appelle Marcia Björnrund. Et en fait, voilà, j'ai l'impression que pour le moment, ce qui va surtout m'être utile, c'est la théorie, la poésie, et c'est moi qui en fais un mélange qui fait du roman, quoi. Évidemment, je lis plein de romans, mais qui, eux, peuvent s'éloigner. Ok, c'est super intéressant. Je te remercie. Merci beaucoup. J'ai fini pour mes questions. Maintenant, si vous voulez rebondir et poser des questions sur le livre ou hors du livre aussi, c'est possible. Non, pas de questions. Il faut laisser le temps. Ouais, il faut laisser le temps. Combien de temps est-ce que vous avez travaillé sur ce livre? Donc, du début, de sa conception jusqu'à toute l'histoire de la réécriture, voilà, pour le finaliser. Bon, il est sorti, donc on disait il y a 1 an. 1 an et 1 semaine. Mais tu me rappelles, moi dans ma tête, il était sorti le 12 février, donc en fait... Il est sorti le 3 février. Ah, incroyable. Ouais, c'est incroyable. J'arrête pas de me dire, ça va bientôt faire 1 an, ça fait déjà un an. Déjà 1 an. Donc il est sorti il y a 1 an et 1 semaine, mais ce qui veut dire qu'il était terminé. Je me souviens de mon éditeur, il m'avait envoyé un message en mars 2021, donc là c'était fini, même s'il y a eu ensuite du retravail, mais mettons mars 2021 c'est fini. Et encore que non, j'ai beaucoup modifié à l'été parce qu'à l'été Pierre Lafitte est mort et j'ai voulu intégrer sa mort dans l'écriture, donc je l'ai modifié jusqu'au dernier moment un peu, mais
mettons, été 2021. Et en fait, je pensais que je l'avais... Comme je vous disais, il y a eu plein d'étapes différentes. Au tout départ, quand j'ai eu l'idée de Sophie Antipolis, j'avais une autre idée, j'avais l'idée d'une histoire et je m'étais dit, j'ai placé mon histoire à Sophia Antipolis et ça sera juste un décor. Et donc au tout départ, j'ai commencé comme ça et visiblement, je crois que c'était en 2017, mais il paraîtrait que, en fait, j'ai commencé à... C'est un ami qui m'a dit que dès décembre 2016, je lui avais envoyé un mail parce qu'il est historien. Et pour connaître l'histoire antique de la Côte d'Azur et de Sophie et de Antipolis. Et donc visiblement dès décembre 2016 j'avais l'idée. Donc c'est long. Après, je travaille à côté. Donc c'est aussi pour ça que ça prend du temps. Même si une des raisons pour lesquelles je travaille à côté, c'est que moi il y a du temps incompressible, quoi. C'est-à-dire que on ne fait pas la même chose en travaillant 1 an intensément sur quelque chose et en laissant le temps faire son travail parce qu'on fait d'autres choses à côté et qu'on laisse d'autres choses venir à soi. Donc c'est un long temps d'écriture, mais ça m'a permis d'être en paix avec ça, de me dire que je prenais du temps et que ça n'allait pas être super pour les calendriers éditoriaux, mais c'est pas grave. J'ai une question ici. Tu as dit que tu avais beaucoup parlé avec notamment des femmes au moment où tu étais dans l'écriture du livre. Est-ce qu'après tu as eu des échos de ces mêmes femmes ou de personnes qui vivent dans cette ville, qui auraient lu ton roman? Oui. Déjà, elles, je les remercie par exemple à la fin, je leur ai envoyé, etc. Et j'avais eu quelques retours, il y en a certaines qui m'ont écrit. À chaque fois, quand je reçois le mail, avant de l'ouvrir, je fais 3 tours, j'attends le lendemain et tout, parce que je suis vachement impressionnée. Et à chaque fois, c'était des mails fabuleux. C'est à la fois des mails qui disent que c'est juste, et en même temps des mails qui sont pleins de gratitude d'avoir inscrit cette histoire ici, là. Et pareil aussi, ensuite, j'ai rencontré des habitants ou des descendants d'habitants du hameau de forestage. Et même chose à cet endroit-là, en encore plus émouvant parce que j'avais encore plus peur de porter cette histoire-là sans qu'il y ait d'accaparation, de tout ça, de romantisation non plus. Et le moment où j'ai vraiment vécu ça, c'est quand je suis allée présenter à la médiathèque de Garbegère le roman, sachant que je l'avais déjà présenté, c'était en septembre, donc j'avais déjà fait beaucoup de rencontres, mais plutôt dans des librairies. Une librairie, une médiathèque comme une bibliothèque, c'est pas la même chose, c'est vraiment pas la même chose. Et là, d'être sur les lieux mêmes, j'ai eu peur. Juste avant que ça commence, j'ai senti une montée de... J'ai vraiment, parce qu'on se dit, les gens qui peuvent dire, c'est pas du tout... Enfin, c'est normal, parce que il y a quand même un point... Enfin, même si... Déjà, c'est un roman, et 2, même si c'était un documentaire, il y a un point de vue qui vient raconter une histoire. Et donc même un documentaire, ça aurait pu paraître, pour certains et certaines, une trahison par rapport à leur expérience du lieu. Et donc j'étais super impressionnée. Et en fait, soit les gens retrouvaient ce qu'ils connaissaient, soit ils découvraient ce qu'ils ne connaissaient pas. Et notamment le fait qu'il y avait eu cette histoire antécédente ou d'autres plus petites histoires. Et il y a eu une femme qui m'a dit, qui m'a envoyé un message. C'est étonnant parce que c'était une femme que j'avais cherché à contacter, qui ne m'avait jamais répondu, mais qui, elle, avait produit des récits autour de Sophia Antipolis et qui m'a envoyé un message pour dire, en fait, je voulais faire des lectures du livre sur les lieux, mais je ne m'y retrouve pas, donc je ne le ferai pas. Non, faut pas se faire violence. Mais c'était intéressant parce que finalement, ça a bougé, en fait. Ouais. Et finalement, elle fait des lectures du livre sur les lieux, mais je comprends très bien quand on est très attaché à un lieu, comme à tout objet, le voir pris par quelqu'un d'autre, dit par quelqu'un d'autre, et puis en plus avec tous les codes de la parole institutionnelle, disons, je comprends très bien que ça puisse être désagréable ou tout ça. Et c'est pour ça que j'étais tellement heureuse que les réactions soient plutôt autres, en tout cas celles auxquelles j'avais accès. Donc c'est pas à l'ensemble. Et du coup, une lecture depuis 12 ans là-bas. Oui.
j'étais petite. Ok. Enfin, du coup, c'est peut-être intime comme question, mais quand tu as lu le roman, ça t'a fait du... Au tout début du roman, je trouve que c'est d'ailleurs très romancé et presque amené comme... il y a le Antipolis, presque amené comme un mythe d'autre chose en fait. Quand j'ai vécu là-bas, j'étais jeune et je l'ai véritablement vécu comme le souvenir d'une utopie une fois déménagée. Et plus on avance dans le livre, plus on se rend compte de la réalité, mais la véritable réalité. Ça devient mélancolique. J'avais beaucoup de peine pour Sophia Antipolis, parce que d'abord j'y étais attachée, mais aussi parce que comme Pierre Lafitte, au moment où Antipolis se fonde pour de vrai, je me suis sentie véritablement dépossédée de la ville et de mes souvenirs que je m'étais faite. Et ça m'a pas fait du mal, hein, ça m'a fait du bien aussi. J'ai plus eu du tout le même regard quand j'y suis retournée. Je me suis rendu compte un peu qu'on m'avait aussi un peu menti sur ce que ça pouvait être, ce que c'était. J'avais pas du tout connaissance du hameau de Harpy. Je n'avais pas connaissance de grand chose en fait, et je veux dire à 11 ans, on ne peut pas avoir connaissance de grand chose sur ces lieux-là. Et oui, personnellement, ça m'a fait aussi du bien que, puisque tu as fait dans ta recherche, tu as interrogé beaucoup d'habitantes, et ça m'a fait aussi du bien que cette histoire soit racontée par d'autres que des hommes. Je l'ai vraiment, vraiment vécu en fait. Je l'ai vraiment ressenti, et pareil au passage de Sophia ou Sophia. Non, pas Sophia. L'immobilier ? Oui. Sonia. Au passage de Sonia, en fait, qui a un père qui a fait la guerre d'Algérie, et je suis aussi rattachée à ça. Je l'ai vraiment pris personnellement, ce livre. Ça m'a vraiment, vraiment touchée. Voilà. En tout cas. Petite question. On dit merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Il y a des gâteaux. Et Émilie a fait des gâteaux. Il y a des gâteaux aux carottes.